J'espère que vous avez eu des séances intéressantes et inspirantes. Nous arrivons à notre premier point fort thématique concernant la décarbonisation du transport de marchandises. En 2020, d'après les chiffres publiés par l'Office fédéral pour les statistiques, un total de 26,8 milliards de tonnes ont été transportées et dont un 37% sur les chemins de fer et le reste sur les routes. Comment changer ces proportions? Comment générer un transport de marchandises plus durable, plus efficient et plus adapté aux besoins et aux défis du changement de climat? Et nous allons parler avec quelqu'un qui en a fait le centre de son activité professionnelle. Olivier Corvet est le directeur exécutif du Smart Freight Center, une NGO avec son siège aux Pays-Bas et qui s'engage pour la durabilité, pour un transport de marchandises durable. C'est une initiative de promotion et durabilité au sein de l'industrie électronique. Olivier Corvet, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Bonjour depuis l'Hollande. Bonjour, bonjour d'Amsterdam. Merci de l'introduction. Merci à vous. Et vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous nous entendez aussi? Oui, tout va bien. C'est parfait. Eh bien, écoutez, Monsieur Corvet, je vous donne tout de suite la parole. Merci bien. Merci à vous. Oui, donc merci de l'introduction. J'aurais bien aimé être en personne à Berne avec vous, mais malheureusement, je crois qu'avec les histoires du virus Corona, etc., c'était plus rationnel de rester à distance pour cette présentation. Peut-être deux mots sur moi. Olivier Corvet, je suis donc basé à Amsterdam. Je suis le directeur exécutif de Smart Freight Center, donc je vais vous parler un peu plus en détail de ce que l'on fait. Je suis relativement nouveau pour ce poste. Je viens d'arriver il y a 6 mois avec un parcours strictement dédié à la notion environnement, hygiène, sécurité et développement durable depuis, je vais dire à peu près 25 ans, où j'ai travaillé en différentes capacités, corporate et consulting, auditeur, etc. Donc voilà, donc je vous ai préparé une dizaine de transparents, on appelait ça des transparents à l'époque, maintenant c'est plutôt des diapos, avec une vue assez macro de la situation, comme on vient de l'entendre, sur certaines données de croissance sur les gaz à effet de serre et les émissions qu'on attend dans les années à venir, et puis vous présenter un peu plus SFC, notre origine, et on est une petite NGO basée à Amsterdam, mais avec de très gros partenaires autour de nous maintenant depuis maintenant 1 an. Donc on est petit, mais on joue avec les grands, si on peut dire comme ça. Donc déjà, pour passer un peu plus dans la partie du contexte, et d'ailleurs je vois que mon transparent ne tourne plus. Alors attendez, j'ai un problème technique. Voilà. Donc là, il va y avoir un petit délai. Donc simplement pour donner un peu une vision macro de la situation, c'est comme on a pu entendre avec mon interlocuteur juste quelques minutes avant, on a un problème en fait. Il y a un gros problème à l'horizon, et ça, je pense que tout le monde commence à être très sensibilisé à la question. C'est qu'on a une tendance de croissance en termes de logistique et transport qui est très conséquente. On parle de certains chiffres de 3,5 à 4% par an jusqu'à 2050. Par contre, on a aussi un objectif avec les accords de Paris de réduire à net zéro les émissions de gaz à effet de serre provenant de différents modes de transport. Donc, on parle bien entendu la route, tout ce qui est océan et cargo, l'aérien, le rail, et puis tout ce qu'on a la partie inland waterways, donc les circuits internes de fleuves et rivières. Donc, c'est un gros souci puisque bien entendu, la croissance en fait continue, et nous, bien entendu, les objectifs de réduction doivent suivre cette croissance-là, et le monde entier est en train j'étais au COP là très récemment. Il y a de plus en plus, bien entendu, d'attention sur le transport de marchandises, et bien entendu transport d'une manière générale. Donc voilà un peu la situation et le background en fait notre planète aujourd'hui. Donc Smart Freight Center, comment
comment présenter Smart Freight Center d'une manière assez succincte? Nous sommes donc une NGO basée à Amsterdam. Nous sommes strictement dédiés à toute la partie logistique et transport et bien entendu réduction de gaz à effet de serre. Et je crois avec relativement d'assurance qu'on est les seuls aujourd'hui dans le monde à attaquer les 3 sujets terre, mer et air. Donc, on a ce qu'on appelle multimodal. On approche vraiment la partie logistique sur ces 3 modes, alors que certaines autres NGO sont plutôt focalisées sur la partie terre, mer ou air. Notre rôle, c'est vraiment de guider les entreprises et promouvoir les initiatives et sensibiliser et éduquer. Et bien entendu, on approche le domaine privé et le domaine public pour justement promouvoir un peu notre mission. Un peu d'historique derrière SFC, c'est que nous avons été créés en 2013. À l'époque, ce sont des fonds européens qui sont venus un peu à l'idée de créer SFC, avec des fonds aussi venant de Shell. Donc, Royal Dutch Shell aussi faisait partie de des fonds qui sont venus un peu créer SFC, avec un besoin initial, c'est qu'en fait, on s'est aperçu à l'époque qu'il y avait un souci en termes de calcul des émissions de gaz à effet de serre venant du transport de marchandises. Donc, c'est un peu la partie du scope 3 dans le protocole de GHG, de gaz à effet de serre. C'est comment justement calculer ces émissions-là, quels sont les défauts, les facteurs de défaut, etc., etc. Donc, c'est assez technique et compliqué, et on s'est vite aperçu, enfin, à l'époque, ma fondatrice, donc Sophie Ponte, qui a créé la NGO, s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, et donc SFC est venu un peu est venu un peu sortir à créer donc ce qu'on va appeler, on va parler un peu plus tard, ce qu'on appelle le GLEC, qui est aujourd'hui un standard qui va devenir ISO. Donc l'objectif, c'est à peu près de réduire des émissions. On attaque les multinationales, les agences publiques, et l'objectif, c'est bien entendu de réduire les émissions, et on travaille donc avec nos partenaires et entre guillemets nos membres pour justement réduire les émissions, avoir de meilleures données. On est très positionné dans la partie donc reporting et data, et aussi la partie un petit peu accréditation et validation en aval. Et entre les deux, la partie implémentation est bien entendu est assez compliquée. Nous sommes assez petits, nous sommes de 18 personnes, et donc on peut pas satisfaire les besoins en termes de mise en place, la partie, j'allais dire, un peu plus opérationnelle de mise en œuvre d'initiatives et de programmes chez nos clients. Le profil de client, entre guillemets, et on travaille avec les Fortune 500. Donc, essentiellement, les grosses entreprises, bien entendu, les DHL, UPS, mais aussi des entreprises qui sont peut-être pas forcément directement impliquées, mais du style Pepsi ou Maersk ou Unilever, a aussi un gros profil de transport et de logistique, et donc travaillent aussi souvent avec nous pour affiner un peu leurs données, et on les aide dans différentes capacités sur la partie reporting et données. Nos axes prioritaires donc là, c'est un chantier encore on a, comme vous pouvez imaginer, avec la tension en ce moment, on a énormément j'allais dire, de chantiers, de zones de construction. Mais on a donné 5 axes de priorité. Ici, vous en avez 4. Et donc, j'explique un peu dans les grandes lignes, puisque je pense que vous allez avoir la présentation après aujourd'hui. Mais nous avons en partie à gauche le GLEC. Donc, le GLEC, j'en parlerai un peu plus en détail, et un reporting, un concile pour justement les données, calculer comment les émissions de gaz à effet de serre provenant de tout ce qui est la partie transport logistique. Nous avons un rôle aussi d'éduquer et de formation. Donc, on a développé des outils de training qui ont énormément d'attention, et on appelle ça le Sustainable Logistic Roadmap. Comment aider les autres entreprises à mettre en place des programmes en interne, justement, comment réduire leur gaz à effet de serre sur la partie logistique et transport. Donc, on a développé des outils de formation pour aider les entreprises, et d'autres outils en outre, le Smart Transport Manager Training. C'est aussi un autre outil qu'on développe à l'échelle internationale, donc en Chine, en Asie, et surtout en Europe, pas trop aux États-Unis pour l'instant, mais on va s'y attaquer. Pendant le COP 26, il y a quelques semaines, on a aussi lancé ce qu'on appelle le Sustainable Freight Buyers Alliance.
Et ça, c'est quelque chose donc de très nouveau. On a le backup de BSR, donc Business for Social Responsibility aux États-Unis, et puis le World Economic Forum aussi comme partenaire pour lancer une initiative qui va, elle focaliser sur la partie plutôt action. Donc, ce qu'on appelle les Solution Pathways, comment aider les entreprises à collaborer pour trouver des solutions et réduire le gaz à effet de serre. Je pense qu'un gros sujet en ce moment, on en entend parler partout, mais on entend aussi parler de frustration en disant toutes les solutions ne marchent pas tout pour tout le monde. Donc, l'initiative d'avoir le SFBA, c'est justement retrouver les gens en collaboration pour travailler sur des sujets communs et trouver des solutions. Sur la partie à droite, on a aussi une petite activité en Chine qui grossit aussi fortement et elle qui est aussi très focalisée sur un peu la même logique que la SFBA, c'est-à-dire comment aider les transporteurs d'une partie sur le marché chinois qui a un énorme portefeuille de transport sur la route en particulier, mais aussi bien entendu mer, et comment aider justement les entreprises sur place et les organisations. Le cinquième point qui n'apparaît pas ici, c'est que depuis à peu près 3 semaines, nous avons récupéré une initiative qui s'appelle Clean Cargo et comme le nom indique, qui est focalisée sur la partie mer, océan et qui est en fait un groupement d'à peu près 90 entreprises qui, elles, travaillent autour de la partie data sur comment, sur les différentes routes entre l'Asie, l'Europe et autres parties du monde, comment avoir de meilleurs calculs sur les gaz à effet de serre provenant de cargo. Donc ça, c'est une initiative qui revient nous rejoindre là le 1er janvier et on a eu l'accord des sociétés, des membres pour venir se rejoindre à nous, là je dis depuis début novembre. Donc on attend, en ce moment on est en train de travailler justement comment recevoir cette nouvelle initiative avec 90 sociétés basées dans le monde entier. Donc voilà un peu, c'est la vue aujourd'hui, les axes de priorité pour SFC. Et je parlerai un peu plus sur la partie GLEC, donc le Global Logistic Emission Council. Je pense que c'est aujourd'hui un sujet, enfin un terme qui est quasiment standardisé dans le monde entier. On est bien entendu fortement impliqué au niveau de l'Europe, c'est-à-dire le GLEC est un outil qui est dans le même public. Donc, on a été les fonds en fait ont été développés. Enfin, nous avons développé le GLEC et aujourd'hui le GLEC est accessible à tout le monde. Donc, il est dans le domaine public. Vous pouvez downloader le GLEC et l'outil en fait permet à n'importe quelle organisation publique ou privée de calculer leur gaz à effet de serre provenant de la logistique et du transport. C'est un outil qui est notre mission est bien entendu de continuer de le promouvoir à l'échelle mondiale. On est reconnu en Europe, on est le standard maintenant en Europe pour le calcul des émissions de transport de marchandises. On est aussi parfaitement en ligne avec les États-Unis. Donc, les États-Unis ont adopté le GLEC et ce qu'ils appellent chez eux le Smart Ways. Et on travaille en ce moment sur l'Asie, en particulier la Chine, justement pour avoir le GLEC adopté au niveau du gouvernement chinois. L'idée, bien entendu, c'est d'avoir un système harmonisé au niveau mondial pour le transport de marchandises. Donc, c'est un peu notre mission et on va continuer donc sur ces plans-là après la Chine, j'espère l'Inde, etc. Enfin, les gros marchés. On est structuré comme on est structuré. Donc, on a un système de membres. Donc, on va réouvrir un peu plus large en 2022, mais vous avez quelques sociétés ici qui sont représentées. On a bien entendu les transporteurs, le DHL, etc., mais aussi des sociétés du type HP, Pepsi, Nestlé, Volkswagen, Microsoft, et peut-être plus intéressant dans le domaine public, on travaille récemment avec CEFIC, donc l'association de la partie chimie, donc une association européenne, et comment aider CEFIC à développer des sortes de guidelines ou des méthodologies plus spécifiques à l'industrie de la chimie. Voilà un peu sur la partie membres, et on travaille bien entendu avec des affiliés, qui aident à promouvoir l'outil et travaillent aussi sur différents secteurs de promouvoir. Voilà un peu pour la partie GLEC. Donc, l'objectif, c'est d'engager un partenariat volontaire, d'aborder 150 sociétés pour l'instant et pousser au niveau des industries, la société industrielle. Puisqu'on est tout petit, on a besoin de ce qu'on appelle des multiplicateurs. On n'est pas capable aujourd'hui, en termes de ressources, d'attaquer des gros marchés. Donc, on s'appuie sur des associations ou des gouvernements pour promouvoir le GLEC et continuer à prêcher que le GLEC est la méthode
aujourd'hui à utiliser pour le transport de marchandises en vue d'avoir des bons calculs. Notre vision, c'est de limiter les engagements, donc pousser pour promouvoir et continuer de réduire les émissions de gaz à effet de serre et surtout d'améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et de logistique au niveau mondial. Notre mission, c'est de développer et mettre en œuvre des directives mondiales, donc j'en ai parlé là, il y a quelques minutes, et on essaye d'éviter que chaque pays réinvente la roue. Et je pense que on a tous une expérience sur le sujet, c'est que les Américains développent leur propre système, les Chinois aussi et les Indiens aussi, et au final, quand on parle de logistique et transport, aujourd'hui, ça s'appuie sur des données mondiales. Donc, on essaye à tout prix d'avoir une méthode qui est reconnue à l'échelle mondiale. Et pour l'instant, je touche du bois, on y arrive tout doucement, mais on y arrive. On a déjà, j'allais dire, 2/3 en termes de reconnaissance au niveau international. On est reconnu par le GHG protocole, comme on dit ici, le GLEC est bien entendu une méthodologie qui a été adoptée par le GHG, par le CDP aussi, quand on parle d'entreprises et d'organismes pour publier leurs données d'émissions de gaz à effet de serre. Le SBTI, donc le Science Based Target aussi, a reconnu le GLEC comme un outil indispensable, et d'autres. À l'avenir, on travaille aussi, notre directeur technique qui lui est très pointu sur la partie data et reporting et impliqué dans le développement de l'ISO. Donc il y a un ISO qui va sortir, on pense d'ici un an, qui s'appelle l'ISO 14083. Qui va justement harmoniser aussi comment les organismes vont pouvoir reporter les émissions. On pense à terme que l'ISO sera un outil assez compliqué et les organismes continueront de venir vers nous pour essayer d'apprendre et trouver des outils un peu plus pratiques pour calculer leurs émissions. Donc on pense que le GLEC va continuer d'exister en parallèle d'un système ISO, mais on a encore une année à avoir à peu près en attendant que l'ISO soit publié. Donc, on parlait un peu plus. Pour l'instant, on a dans les Fortune 500, on a à peu près 120 sociétés qui ont reconnu utiliser le GLEC et une vingtaine de programmes qui aussi utilisent le GLEC. Donc, comme je mentionnais, il est disponible sur Internet. Vous avez sur le site SFC, vous pouvez downloader le GLEC. Quelques projets qui sont associés au GLEC, donc bien entendu la partie du framework. On a donc en bas, on explore pour l'instant certains projets. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais on a le Data Access ICT Integration. Donc là, c'est un projet afin d'améliorer la partie technique et reporting et comment les sociétés communiquent en termes de data sur la partie de web-based et cloud et SaaS technologie. Donc là aussi, on travaille sur certains projets. Je ne rentre pas trop dans les détails là-dessus, mais vous avez une idée de là où on se positionne. Sur le Sustainable Logistic Roadmap, comme je mentionnais, on lance des initiatives et là, c'est un sujet assez lourd en termes de training puisque ça représente à peu près 9 sessions de training avec les sociétés. Et on a à chaque fois à peu près une quarantaine de sociétés qui sont impliquées justement à apprendre comment mettre en place leur roadmap avec quelques projets associés. Par exemple, il y en a un qui est en train de se manifester, c'est comment ce qu'on appelle le carbon insetting dans le transport secteur. C'est la partie insetting, c'est en 2 mots, c'est comment utiliser du biofuel en amont de la chaîne d'alimentation pour éventuellement déduire ces émissions de gaz à effet de serre en aval, une fois que le fuel a été consommé. Donc des projets comme ça, comment aider les sociétés à faire leurs calculs dans le cas de insetting et d'autres projets, je veux dire, annexes à ça. Enfin, dans la partie tout en bas, nous avons des initiatives lancées dans ce qu'on appelle les Low Emission Fuel Vehicles. Et là, c'est toute la partie comment calculer et comment mettre en place des outils de calcul sur toute la chaîne de valeur sur les gaz à effet de serre
provenant du calcul et de la partie électrique et mobile. Voilà un peu dans les grandes lignes. Tout en aval, sur la droite, on a aussi une petite activité de validation et accréditation, c'est-à-dire comment aider les entreprises à savoir si elles ont utilisé les bonnes méthodologies pour faire le calcul. C'est tout petit encore. On a aussi pas mal de demandes de ce côté-là, comment aider les entreprises à valider un peu leurs données. Et on a une partie technique assez forte en interne chez SFC. Et donc, on aide les entreprises sur ces domaines-là. Là, peut-être quelque chose qui vous intéressera aussi sur comment aborder. Donc ça, c'est quelqu'un, peut-être que certains d'entre vous connaissent le professeur Alan McKinnon, qui est, quelqu'un d'extrêmement qui a une réputation, quasi internationale dans le domaine de la logistique et transport et surtout dans la partie de décarbonisation. Il fait partie aussi de SFC dans le cadre de l'Advisory Council. Et un peu, voilà sa vision, comment aborder des solutions pour décarboniser le transport d'une manière générale, pas que de marchandises, mais du transport d'une manière générale. Sur la partie à gauche, c'est plutôt comment restructurer la partie supply chain. Donc, bien entendu, regarder sur la partie localisation et nearshoring. Donc, on l'a appris avec Corona, c'est qu'on est très dépendant des activités très loin de nos marchés locaux. Donc là, ça aussi, je pense que beaucoup de sociétés et d'organismes aujourd'hui regardent ça de plus près, savoir comment ramener ça plus près entre guillemets, des marchés. Donc ça, c'est la partie comment regarder ça d'une manière macro et comment regarder sur la partie décentralisation et ramener ça d'une manière un peu plus proche de là où on veut livrer le produit. Un deuxième élément, c'est regarder comment optimiser certains modes de transport qui, eux, ont moins d'impact sur la partie gaz à effet de serre. Par exemple, les différences de gaz à effet de serre entre l'avion et le rail. Et il est clair que les entreprises regardent de plus en plus vers le rail pour justement limiter les gaz à effet de serre, puisque c'est un transport un peu plus vert que les autres. Et ça, c'est un deuxième mode de regarder la combinaison de modes de transport entre le rail, la route et l'eau, ou voir comment optimiser ces différents modes entre eux. Et puis d'autres solutions, on voit ça surtout à Amsterdam, peut-être moins en Suisse, mais de plus en plus de ce qu'on appelle des vélos cargo pour électriques qui transportent la marchandise dans les villes où le parking se fait difficile, et bien entendu, on élimine énormément en termes d'émissions de gaz à effet de serre en utilisant ces modes de transport un peu plus petits, mais aussi plus efficaces en termes sur certains marchés. Troisième, j'allais dire bucket, mais seau en français, c'est comment regarder optimiser les transports, les charges. Ça aussi, c'est un domaine sur lequel SFC aide les sociétés. C'est comment aider à calculer les émissions. Un camion vide par rapport à un camion plein. On n'enregistre pas les mêmes émissions de gaz à effet de serre entre ces deux situations. Donc, c'est regarder un peu les différents modes de transport et comment optimiser ces modes-là pour éviter des gaz à effet de serre d'un camion vide retour. Et ça, c'est des côtés très pratiques et logistiques. Enfin, regarder la flotte et comment rendre ces flottes-là un peu plus vertes. Donc, la partie, bien entendu, optimiser les modes de transport et retrouver des solutions sur la partie des transports plus technologiques, enfin, impliquer la technologie sur des transports un peu plus efficaces et rendre les véhicules un peu plus performants en termes simplement les aspects de maintenance, par exemple. Ce sont des sujets qui paraissent anodins, mais on peut avoir des réductions quand même significatives en termes de gaz à effet de serre en ayant une bonne flotte bien optimisée en termes des capacités. En extrême droite, et malheureusement je ne vois pas puisque j'ai ma caméra qui cache cette partie-là, c'est vraiment le domaine qui aujourd'hui fait parler le plus de lui. C'est vraiment trouver des solutions techniques. Donc, l'hydrogène, l'ammoniac, toutes les solutions vraiment, l'électrique, bien entendu, ce sont des gros sujets. Tout le monde en parle. Et là, bien entendu, ça bouge très, très vite. Et il y a beaucoup d'attention sur la partie extrême droite. Et je crois tout le monde aujourd'hui, c'était le grand sujet aussi au COP, c'est comment trouver des solutions pour décarboniser. Et là, SFC, comment nous, on se positionne là-dessus, ça va tellement vite et il y a tellement d'acteurs sur le marché. On est assez prudent en termes d'organisation pour donner des avis, bien entendu, sur les meilleures solutions techniques. Donc là, je vais en parler dans
la slide de conclusion en fait. Donc, comment on peut aider différents acteurs aujourd'hui sur le marché? Le GLEC est un outil, je vais dire, indispensable pour faire le calcul. Donc, on est vraiment en amont avant pour faire des objectifs assez intéressants dans quels que soient les organismes. Il faut avoir de bonnes données pour commencer. Donc, commencer par le GLEC et le télécharger d'une manière gratuite sur notre site et une bonne base de départ pour faire les calculs. Après ça, il y a toute la partie feuille de route, donc ce qu'on appelle les roadmaps et en anglais. Et là, on est capable aussi d'aider, bien entendu, les organismes à développer des roadmaps et ou certaines des guidelines pour affiner un peu les calculs en fonction de leur situation particulière. Donc, je pense au CEFIC, la partie chimie, où là, on a développé des guidelines pour CEFIC pour aider les membres de CEFIC à faire leurs calculs vraiment spécifiques à la partie chimie, par exemple, ce qu'ils appellent du bulk, de transport de bulk pour la partie chimie. Bon, ça, c'est des données très spécifiques à l'industrie industrie chimie. On ne trouve pas ça dans d'autres secteurs. Le GLEC est disponible en espagnol. On l'a traduit. On a un projet en ce moment avec le gouvernement mexicain pour promouvoir le GLEC et aussi aider les entreprises au Mexique à faire leurs calculs de gaz à effet de serre et surtout à aller sur la partie maintenance de flotte. Donc, on a fait traduire ça avec GIZ, donc l'agence allemande, pour traduire le GLEC en espagnol. On l'a aussi en français, donc ça a été ma bonne surprise en arrivant il y a 6 mois. Et j'ai cru entendre qu'on l'avait aussi en portugais, puisqu'on a des amis de SFC qui ont traduit ça en portugais, mais pas la langue encore. Il n'est pas encore reconnu officiellement. En termes de formation, comme je mentionnais, on a comment développer une feuille de route. Donc là aussi, on est capable d'aider les entreprises ou les organismes publics également pour développer des feuilles de route. Enfin, le dernier point ici, c'est quelque chose qui a été introduit au COP 26. C'est ce qu'on appelle le Smart Sustainable Rate Buyers Alliance, SFBA. Ça, c'est une plateforme qui, à mon avis, va faire parler beaucoup d'elle dans les mois et les années à venir, puisque c'est vraiment une plateforme qui va permettre aux organismes divers de vraiment se focaliser sur des solutions. Donc, la partie Solution Pathways est très focalisée sur la partie action. Donc, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que dans le monde du transport, là, en termes de marchandises, je pense que tout le monde a déjà développé des axes de réduction des données, des targets et des objectifs. Par contre, maintenant, il est temps à l'action avec des objectifs, comment atteindre ces objectifs en 2030 et 2050. Donc, on a lancé ça avec nos partenaires, donc Women Business Coalition, qui est une coalition de nombreuses grosses NGO, et puis Mission Possible Partnerships sont nos gros partenaires autour. Donc là-dedans, vous avez Bezos, par exemple, la fondation Bezos, avec le Earth Fund, qui fait partie du Mission Possible Partnership. Donc, il y a des grosses, je vais dire des grosses associations qui sont impliquées dans ces deux initiatives de Women Business Coalition et Mission Possible. Donc, on est tout petit au milieu de tout ça, mais pour l'instant, on est bien supporté par des partenaires et aussi par les entreprises autres que j'ai mentionnées un peu plus tôt, des grosses fortunes 500 qui sont, elles, convaincues qu'elles trouvent chez SFC le support dont elles ont besoin sur la partie reporting. Donc, très en amont, comme je mentionnais, très en aval sur la validation et entre les deux, un peu de training. Voilà un peu pour mon monologue. Je suis disponible pour toutes vos questions. Bien mes coordonnées ici. Et puis, sur notre site Internet, vous pouvez downloader plein d'autres informations que je n'ai pas encore partagées avec vous. Donc, je ne sais pas le protocole à partir de maintenant en termes de questions-réponses, mais je reste à votre disposition. Oui, vous restez avec nous aussi pour la discussion après. Merci beaucoup. Pas, mais Olivier Corvet, merci. Effectivement, on a reçu déjà au cours de votre intervention quelques questions que j'aimerais bien vous poser. La première serait, est-ce qu'en Suisse, le GLEC est-il très utilisé ?
Oula, j'avoue, la question difficile à répondre. Il faudra que je revienne vers vous là-dessus. Malheureusement, j'ai pas de données sur le marché suisse. On a bien entendu on a Nestlé déjà dans la liste. On a quelques entreprises, des grosses entreprises basées en Suisse. Maintenant, j'ai pas plus de données que ça en termes de couverture. Le GLEC, alors comment on traque les downloads du GLEC? Pour downloader le GLEC, vous êtes obligé de rentrer vos données. Nom, prénom et email, et on s'arrête là. On n'a pas encore de données très précises sur la géographie ou les secteurs. Mais c'est un sujet qui nous intéresse bien entendu, puisque on regarde ça, mais malheureusement de loin pour l'instant. On n'a pas encore la capacité de faire des recherches plus précises sur les origines. Une autre question est, est-ce que le GLEC collabore avec la IRU, International Road Union? Là aussi, je suis malheureusement, il faudrait que je revienne vers vous. Ça fait rien. Désolé. On prendra aussi votre réponse un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Oui. Oui, dans les gros associés, on travaille avec le International ITF, International Transport Forum, donc là aussi qui est un énorme, j'allais dire un consortium, un énorme organisme. Et puis on a énormément d'associés, on a énormément de partenaires. Mais là, j'ai pas la réponse. Ça fait encore 6 mois, donc j'essaie de comprendre l'écosystème qui est très complexe autour de SFC et qui est global également. Donc, pour l'instant, j'ai pas de réponse à tout. Désolé. Quelles expériences avez-vous faites en matière de partage de ressources, assets and fleets? Là aussi, assets and fleets, dans quel contexte? Alors la question c'est, quelles expériences avez-vous faites en matière de partage de ressources? Je pense que la personne qui a posé la question, je ne sais pas, il faut que j'improvise, voudra dire les fleets, oui, les flottes, comment on dit ça en français? Flotte. Oui, les flottes, je crois que ça aussi, malheureusement, je crois que ça fait la 3e de suite. Je suis désolé de ne pas pouvoir avoir des réponses précises sur le sujet. Ce que je vous propose, c'est que mes coordonnées sont là et je me ferai un plaisir de revenir vers chacun d'entre vous avec des données plus précises en termes de partenariat et de différentes solutions ou d'expériences. Hier, j'ai discuté, vendredi, sur la partie rail, par exemple, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé aussi une question, qu'est-ce qu'on fait sur le rail? Donc, il y a énormément de sujets que malheureusement en 6 mois, je n'ai pas encore pu totalement apprécier ou apprendre. Donc, mais je me ferai un plaisir de suivre directement avec chacun d'entre vous par mail plus tard ou avoir des connexions avec mon équipe qui, elle, a des données plus précises avec l'historique SFC. Et de toute façon, vous restez encore avec nous pour la discussion qui suit maintenant. Merci. D'accord. En espérant d'avoir plus de contributions à ce point-là. Ouais. J'en suis sûre. Also, reden wir über all das, was wir jetzt gerade. Ok, très bien. Parlons donc de tout dont nous avons discuté concernant les changements qui nous attendent encore sur les prochaines décennies, ainsi que des nouveaux acteurs qui deviennent toujours plus importants, les nouvelles technologies, et ainsi de suite. Je me réjouis beaucoup de pouvoir accueillir les invités. Je me réjouis d'accueillir Désirée Baird, la CEO du CFF Cargo. Avant, elle était directrice auprès de Securitrans. Rolf Huber, de CEO de H2 Energy Europe, qui propose son système pour toute l'Europe. Rainer Deutschmann, le directeur sécurité et transport de la Fédération des coopératives Migros. Il est co-responsable et co-fondateur de Cargo Souterrain. Esther Keller, conseillère d'État du canton de Bâle-Ville. Et finalement, Nils Plantzer, le CEO de Plantzer Transport SA et membre du conseil de l'administration de différentes organisations actives dans le transport. Mesdames et messieurs, bienvenue.
Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette table ronde chapeautée par la conférence de la mobilité. Madame Berg, je commence par vous. Je l'ai dit d'emblée de ce bloc thématique et je le répète, 63% du transfert des marchandises en Suisse se fait sur la route, 37% se fait sur la route. C'est donc une grande discussion, mais comment peut-on agrandir la quote-part? Il y a de bonnes chances, me semble-t-il, pour nous, parce que nous faisons partie de la solution pour plusieurs problèmes. D'une part, la thématique protection du climat, qui aujourd'hui est à la une de l'actualité. Transport des marchandises sur le rail a besoin de 11 mois moins de gaz climatique, mais il faut aussi évoquer l'énergie. Nous avons un problème majeur que les offres et la demande d'énergie sont en train d'être en décalage croissant et le transport des marchandises sur le rail a besoin de 7 fois moins d'énergie. Donc sur le rail, nous pouvons offrir des solutions pour beaucoup de problèmes qui sont accusés par la société. Quel est le potentiel restant pour le rail? Difficile d'en faire une volumétrie. Un grand potentiel pour le concrétiser se traduit par l'économie circulaire. De plus en plus de clients pensent de façon circulaire et donc recycler des matériaux et des étoffes, ou plutôt des matières premières. C'est un grand potentiel pour nous en matière de recyclage, mais aussi en matière de matériaux de construction. D'autre part, Cité Logistique est un grand potentiel, nous semble-t-il. Les villes doivent, en matière de technique de transport, faire quelque chose et on fait donc des hubs de city, donc des structures prioritaires dans plusieurs villes pour faire des faisceaux de ces marchandises et ce faisceau est très important pour le rail parce qu'on peut aussi transporter de grands volumes. Donc Cité Logistique et sont aussi un potentiel rompu, un bel avenir sous les auspices du rail. Les villes ont été évoquées par vous. Nous avons une représentante du canton de Bâle-Ville, Madame Esther Keller, conseillère d'État de Bâle-Ville. Où Bâle en est-il dans cette discussion? Un point que nous avons entendu, c'est faire les choses, sauter le pas, passer de la parole à l'acte. Il y a de grands projets qui sont en train de s'exécuter dans la région de Bâle. D'une part, c'est Gateway et le Bar Nord, quelque chose qui se reporte sur des capacités du futur en faveur du rail, aussi pour faire un transbordement entre l'eau, le rail et la route, mais il y a aussi de petits éléments. Par exemple, avec l'Académie TCS Mobilité, nous avons fait un projet pilote qui court toujours, où comme commerce, on peut donc louer de petits véhicules électriques pour transporter des marchandises de A à B. Nous avons constaté, quant à nous, que les véhicules ne sont pas mis à contribution de leur capacité de grosses voitures pour transporter de trop petits volumes de A à B. Et dans la densification de nos villes, c'est un grand problème. Donc j'ai évoqué deux choses, un grand projet et une toute petite chose, mais il faut marquer le coup d'envoi. Mais si vous regardez vers l'avenir, vous regardez toujours votre but final en quelque sorte. Quel est le but de Bâle? Eh bien, nous avons des objectifs climatiques très ambitieux. Nous voulons jusqu'en 2040 être neutres en matière de CO2, d'émissions de gaz de serre. C'est très ambitieux en matière de mobilité et de transfert de marchandises, ce qui fait donc un quart de tous les mouvements au niveau de Bâle. C'est un important facteur. Nous n'avons encore rien quant à la voie aquatique, qui est très important pour vous. Qu'est-ce qui s'y fait? Le Rhin, le fleuve du Rhin, nous sommes là donc un port très central pour la Suisse et pour l'Europe. Et là, nous abordons des points de non-retour de capacité. La procédure de transbordement sur le rail n'est pas encore faite. Le plus grand projet que nous labourons à l'heure actuelle, qui est un grand défi pour nous, c'est donc le Gateway Bar Nord, donc cette nouvelle structure portuaire où le transbordement entre le rail et la voie aquatique soit fait. Et ce potentiel fluvial mettre à contribution avec le rail. Monsieur Flanzer, vous le faites tous les jours avec votre équipe, transporter des marchandises. J'aimerais donc rebondir sur ma question initiale, l'attention de Madame Berg, et vous poser la même question. Pourquoi ne peut-on pas mettre davantage de marchandises sur le rail? On essaye de faire ce qui est possible, mais on a dû constater à travers le passé historique que le rail n'était pas assez compétitif, était trop statique, trop balourde, alors que la route a beaucoup bougé. Donc il faut rattraper ces
retard. Mais politiquement, on a fait défaut dans la mesure, de façon un peu trop crispée, on disait qu'il fallait donc faire de petits terminaux et on a subventionné d'autres thèmes et on constate bien qu'on a trop de petites structures, trop de petits terminaux presque superfétatoires. Mais sur ces entrefaites, je pense que la situation suisse est quand même devenue très progressiste et nous avons donc un cadre qui fonctionne, ce qui ne veut pas dire qu'il faille tout transférer vers le rail. Je pense que les poids lourds ont aussi fait de grands progrès et le combat pour ou contre la route et le rail est suranné, me semble-t-il. C'est une fausse dichotomie. Il faut des solutions en combinaison. Aussi, le Gateway est-il donc un modèle digne d'exemplarité? Nous l'avons déjà fait avec le tunnel Gotthard de base en tant que Suisse. Nous sommes quand même des lauréats de solutions progressistes, mais il faut toujours se battre pour l'avenir afin que nous puissions mettre beaucoup de transferts sur le rail, mais il faut peut-être aussi avoir le courage de supprimer les marchandises déficitaires qui circulent sur le rail. Est-ce que vous constatez que l'ambiance au sein de la politique est ainsi structurée? Vous disiez longtemps, on disait il faut faire de petits terminaux, plus nombreux c'est, mieux c'est, pour qu'on ait donc de plus partout un accès au rail. Eh bien, vous dites que c'était trop, qu'il est trop embrasse ce mal les trains. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, on peut arrêter différemment l'aiguillage? Ce n'est pas encore si clair que ça, me semble-t-il. Et il serait très important que cela se décante rapidement, que les CFF se focalisent clairement sur ce dispositif. Nous espérons qu'on aboutira à un grand accord, mais beaucoup de personnes présentes dans la salle, ce n'est pas clarifié quelle est donc l'aspiration et quelle est aussi la mission. On peut composer avec beaucoup de choses, mais en guise de conclusion, il faut que ce soit des systèmes qui donc soient payants et ne soient pas seulement tributaires de la subvention du concitoyen contribuable. Tout à fait d'accord avec cela. En Suisse, nous avons le privilège d'avoir de bonnes opportunités d'atteindre davantage par l'économie privée. Dans notre domaine, je conçois beaucoup de sujets promotionnels et très souvent, nous sommes un peu abusés pour atteindre des objectifs pour tous les prestataires de composantes. Eh bien, il y a des consortiums qui se constituent où on ne peut pas vraiment marchander les prix. Et je crois que si nous voulons commercialiser ce genre de situation, il convient de voir que nous soyons assez compétitifs. Et les subsides dans ce domaine sont une première voie, mais si on attend trop longtemps ou si on travaille trop longtemps avec de faux subsides, cela a des conséquences délétères. Nous allons rebondir sur les technologies que vous mettez en exergue dans ce domaine. Rainer Deutschmann, c'est à vous. Vous êtes parmi nous, pas seulement le représentant de la Fédération Migros de la FCM, mais vous représentez aussi donc du concurrent Coop comme président du groupe de travail, groupe d'intérêt pour le transport des marchandises sur rail. Si vous entendez vos co-disputants du panel, eh bien, que dites-vous? Quelles sont les approches qu'il convient de développer? Je rebondis, quant à moi, sur le fait de gagner un prix. On pourrait gagner un prix en Suisse pour ce qu'on appelle la competition ou la collaboration entre des compétiteurs, donc des coopérations entre des concurrents. Récemment, en Hong Kong, quelqu'un m'a dit « Mais es-tu fou de te mettre autour d'un tapis vert avec les compétiteurs ?» Premièrement, je dis « Je ne suis pas fou, mais nous trouvons des solutions. On ne fait pas que tabler, on fait des solutions. Et Cargo Suter est une de ces solutions. L'écosystème, quant à lui, mais aussi la mobilité suisse est de cet acabit-là. L'initiative avec l'économie suisse, avec Astoc, VOP et nous-mêmes, est bien qu'ensemble, nous répondions d'une vision complète des transports. Ce sont ce genre de solutions très concrètes. On a parlé aussi de Black tout à l'heure. On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses pour aborder cela d'un commun accord. Cela nous rend plus forts. Et pour ce faire, il faut aussi donc cette multimodalité où, comme entreprise très durable en matière de notre monde, nous misons comme détaillants avec FENACO, etc., sur le rail. Et force est de constater que la Fédération Migros a aussi fait ses propres poids lourds en la matière dans la mesure d'une prospérité commune de cette Suisse, ce petit pays qui nous est si cher. Je vous comprends bien, vous plaidez pour un changement paradigmatique. Oui, et cela à plusieurs égards, c'est-à-dire cette nouvelle concurrence-compétition est un changement de paradigme. Eh bien, beaucoup de projets logisticiens
ont mis la clé sous le paillasson. Pourquoi ont-ils fait faillite? Premièrement, parce qu'il n'y avait aucune compétition. Deuxièmement, parce que personne n'existait qui faisait donc un financement d'incitation jusqu'à ce que cela soit établi de façon commerciale. Troisièmement, parce que ce n'était pas numérisé. Et ce sont précisément les solutions que nous avons développées avec beaucoup de villes. Nous sommes tout à fait heureux qu'avec des villes romandes et alémaniques, nous battons la campagne, aussi avec vous, Madame de Bâle, pour trouver donc une nouvelle forme de site logistique par le problème du cargo souterrain. Mais cette multimodalité est une vision et une grande chance aussi. Si demain, eh bien, les chambres fédérales auront surmonté leurs différences en matière de cargo souterrain, nous serons privilégiés comme Suisse, parce que comme seule nation, nous avons 5 modes. Donc, les frais aériens, on n'aime pas trop les faire. L'eau, la voie fluviale ou aquatique, pas tellement sur le Rhin, bas étiage, route et rail, mais on aura cargo souterrain. Et c'est pourquoi, sur un prêt apporté, nous pouvons donc discuter qu'est-ce qui est important pour la qualité de vie pour la Suisse, pour le site industriel et commercial suisse, la bonne mixité. Et nous misons là-dessus. Vous êtes aussi en train d'écouter cette discussion. S'il y a quelque chose qui vous interpelle ou une question que vous aimeriez poser, vous nous faites juste un signe de la main et vous êtes très bienvenus à participer à la discussion, à ce que vous venez d'entendre. C'est peut-être pas le cas. Nein, gut. Herr Deutschmann, Sie haben es ein paar Mal... Monsieur Deutschmann, vous l'avez dit à maintes reprises, cargo souterrain. Force est de constater que c'est un grand projet avec un horizon temporel très long, suivant les partenaires de discussion en préparation de ces assises. Il y a des gens qui sont enthousiastes, d'autres sont plutôt sceptiques. Ils disent que cela nous projette vers un futur très lointain. Mais quelle est donc la trajectoire? Question à vous, Madame Baird. Comment est-ce que vous concevez le potentiel de cargo souterrain? À titre général, cargo souterrain, quant à lui, a quelques aspects intéressants. C'est surtout l'idée de se développer. On fait pas mal de cités logistiques, mais on pourrait la développer, et pas seulement à Zurich. Il faudrait sauter le pas, et cargo souterrain pourrait nous donner cette chance de procéder à certaines réflexions de quelle façon on pourrait s'améliorer de ce que nous faisons déjà, aussi en matière de coopération avec notre partenaire. Je le vois comme mon préopinant. Il faut faire des faisceaux de coopération afin qu'on puisse avoir ces effets de synergie, peu importe qu'on circule sur la route ou sur le rail. Partout, c'est plus efficient si on travaille en action de concertation. Une chose plus critique quant à l'économicité, et là j'aimerais évoquer l'impulsion de Niels. In fine, il est indispensable que cela soit payant pour chacun des prestataires, qui après tout doit être aussi capable de répondre à son économicité, et tout n'est pas donc compétitif. Et si on a des potentiels d'économie nationale, se pose la question qui règle la note. Si la société veut qu'on fasse un tel potentiel, mais quelqu'un doit régler la note aussi. Donc la société, en l'occurrence. Et en matière d'économicité et de rentabilité, je suis sceptique que cela pourrait se faire de façon privée. Dans l'économie se pose la question, est-ce que la Confédération doit payer l'infrastructure comme l'accoutumée? Est-ce vraiment raisonnable que nous ayons 3 infrastructures que nous payons? Jusqu'à présent, l'économie privée a fait pas mal de choses en matière de financement de cargo souterrain, mais avec le tool, ça ne fait que commencer. Vous êtes sceptique, me semble-t-il? Non, tout d'abord, je vois le point positif de Madame, la coopération. Voyez-vous, la vision pourrait être la suivante. SCFF Cargo aurait peut-être moins donc de locomotives, mais serait donc dans la matrice de cargo souterrain. Donc, nous sommes un grand distributeur logistique comme Migros. Nous pouvons avoir une pensée transversale. Et un mot me trône en tête que de Madame la conseillère fédérale, il y a 50 ans, des visionnaires avaient donc commencé à desservir les Alpes. Encore aujourd'hui, nous sommes en train de traire ces vaches. Nous profitons à travers des générations de cette économicité et nous sommes donc la génération qui devrait changer de paradigme. Et pour ce faire, il faut dire que l'État a fait donc un projet de loi tout à fait populaire. J'espère que les chambres fédérales vont l'entériner. Un grand merci au Conseil fédéral et aux chambres fédérales, aux offices fédéraux aussi qui ont fait un excellent boulot. Donc une bonne coopération entre le privé et le public avec nous, mais il est marqué dans cette convention que la Confédération ne paye strictement rien. Mais nous voulons avoir une prestation libérée de toute discrimination. Et voyez la chance, la Confédération ne paye rien. Le monde a trop de fric, il ne sait pas où le placer. La Suisse est aussi opulente.
Donc, on peut investir dans ce domaine et avec un service public, une espèce de service public, parce que c'est un service libéré de toute discrimination, comme les CFF ne l'ont même pas aujourd'hui. Donc, je pense que nous sommes très motivés d'entrer en contact avec les conseils d'administration de cargo souterrains pour discuter de cette coopération, mais dans un sens d'un changement paradigmatique. Monsieur Flancer, vous dites que cela rime avec l'avenir. Mieux vaut-il faire les devoirs qui s'imposent à l'heure actuelle? Oui, c'est ma récapitulation. Vous avez deviné ce que je voulais dire. Nous avons soutenu cela au début et je pense qu'en principe, c'est juste et bon qu'ensemble, on travaille non pas les uns contre les autres, contre des thématiques et des solutions du futur et aussi du présent. Et nous le faisons d'ailleurs, et je pense quant à moi que si on sautait le pas, eh bien nous disons qu'on va trop loin dans l'avenir, on ne peut pas se l'imaginer, peut-être fait-on fait fausse route, mais la chose la plus importante a été faite et je suis très décontracté que premièrement, on ait donné politiquement du feu vert qu'on puisse réaliser cela et qu'on puisse pérenniser ce projet et deuxièmement, tout à fait confiant que d'éventuels frais de démolition de cargo souterrains devront être aussi pris en charge. Cela m'aurait rendu un tout petit peu nerveux parce que je pense que nous avons d'autres priorités aussi. À l'heure actuelle, il ne faudrait pas trop parler de cargo souterrain parce que, par définition, on ne va jamais le vivre. Mais peut-être que nos petits-enfants vont-ils le vivre, très lointain dans l'avenir. Mais pas nous. Donc, des choses qu'on peut faire mieux à l'heure actuelle, il faudrait leur donner la priorité et peut-être faudrait-il faire en sorte que des choses où nous pouvons donner un coup de main à l'Europe, de faire le même modal split que nous avons en Suisse, que nous agions de cette façon-là. Nous avons toujours la situation que de milliers de poids lourds transitent à travers l'Europe avec des collaborateurs mal payés d'Europe de l'Est. C'est une chose qui se perpètre jour le jour. Et en Suisse, grâce à notre politique des transports, grâce à nos infrastructures, grâce aussi à un réseau ferroviaire qui fonctionne, nous avons de bonnes valeurs. Et une partie de cette épopée de succès, c'est donc l'interdiction de conduire de nuit. Et si demain en Europe on introduisait cela, c'est tout à fait irréaliste dans un premier étape, mais si à travers 20 ans on pouvait le planifier, partant le réaliser, interdiction de circuler la nuit, on commencerait par 1 heure et le tendrait à toute la nuit pour rompre cet enchaînement vicieux qu'on peut mettre sur le rail aussi de longue distance, eh bien on pourrait déjà le faire demain. Et je crois que c'est dommage si on est en train de tisser des sujets qui seront d'actualité d'ici 50 ans ou d'ici 100 ans, on risquerait de gaspiller d'énergie. Parlons une chose qui est à la une de l'actualité, les nouvelles technologies. Monsieur Rolf-Hubert, je vous interpelle. Avec H2 Energy Raw, vous êtes tout à fait en acquaintance avec la technique de l'hydrogène. La Suisse est, je crois, le seul pays où il y a déjà des camions qui fonctionnent à l'hydrogène. 46 en tout et pour tout, mais l'infrastructure n'est pas vraiment établie, ni existante. Bien, voyez-vous, l'infrastructure, on aimerait qu'elle serait plus progressive, elle ne l'est jamais. Mais regardez où nous en sommes. Nous avons la plus grande densité par tête en matière de bandes de chargement d'hydrogène. Nous avons aussi ces bornes qui donnent davantage d'hydrogène, bien plus que d'autres. Donc, en Allemagne, il y a donc 91 bornes d'hydrogène, mais force est de constater qu'ils produisent autant d'hydrogène que 2 de nos bornes en Suisse. Et dans le cas d'une communauté avec tous les partenaires, c'est donc véritablement quelque chose qui rime avec l'écosystème que nous avons fait, où nous gérons l'hydrogène, où aussi nous le produisons, où nous pouvons le distribuer et où tout le monde est en train de mettre le pied à l'étrier. Et le fait que cela se fait à travers l'économie privée, 10 stations de bornes d'hydrogène en Suisse, nous donne beaucoup d'optimisme. Monsieur Flanzer, vous n'avez pas des camions hydrogène, mais des camions électriques. Pourquoi avez-vous opté pour l'électricité, pas pour l'hydrogène? Jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas, mais nous sommes tout à fait neutres. En guise de conclusion, nous sommes un transporteur pur et dur. Nous avions des camions électrifiés à 100%. Nous commandons quelques camions, ce n'est pas beaucoup de façon relationnelle, uniquement des poids lourds électriques, et l'hydrogène peut être quelque chose d'intéressant à terme.
Nous ne pouvons pas, comme entreprise familiale, sauter sur toutes ces plateformes qui sont à la une de l'actualité ou de la mode. Mais ce que dit M. Hubert, je lui rends hommage. Je pense que c'est utile et c'est un nouvel exemple que tu évoquais tout à l'heure où des compétiteurs ex nihilo ont créé quelque chose. On est à 50, sera-t-on à 500? Ce serait un pas énorme sauté, mais on n'est pas du tout critique à cet égard, bien au contraire. Vous nous entendez cette fois? Moi? Oui, je vous entends, oui. Vous êtes en train de suivre la discussion. Est-ce qu'il y a quelque chose... Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle ou vous aimeriez participer ou commenter? Non, écoutez, je trouve intéressant. Bon, c'est vrai que la discussion est portée sur le marché suisse. Ma seule remarque sur l'hydrogène, je dirais, ça fait partie les solutions aujourd'hui ne marchent pas pour tout le monde. Et je crois que c'est le souci que tout le monde se partage. Et l'idée de, justement, j'ai entendu un peu plus tôt aussi d'avoir des aspects de collaboration entre compétiteurs pour trouver des solutions qui fonctionnent dans un contexte non compétitif, donc qui est l'aspect changement climatique, est un sujet très important et il faut continuer de promouvoir ça, quel qu'il soit, dans le domaine public ou privé. C'est vraiment trouver et pousser les différents acteurs pour travailler sur ça. L'hydrogène est une des solutions. Et bon, je suis ravi d'entendre ça, mais bon, c'est un peu mon point de vue là-dessus. Ça bouge beaucoup. Et ce qu'on remarque parmi les différents membres de SFC, c'est qu'une solution ne marche pas pour tout le monde. Donc, et chacun se retrouve un peu perdu à savoir quels sont le business case de chaque solution pour leur situation particulière, où qu'elle soit en Suisse ou ailleurs. Donc, c'est simplement un point de vue sur ce sujet-là. Mais très intéressant. Merci. Wir haben auch Fragen aus dem Publikum. Nous avons des questions du public que j'aimerais vous transmettre aussi, mesdames et messieurs. Le panel, comment se positionne-t-il sur un conditionnement de la City Logistique pour une entreprise, comme concessionnaire en quelque sorte? Ça, c'est un cas de cargo sous terre à M. Deutmann. Eh bien, la concession de la City Logistique pour une entreprise, imaginable ou pas? Nous n'avons pas d'opinion à cet égard, à vrai dire, mais lorsque j'ai mentionné tout à l'heure qu'avec Economy Suisse, VPU et d'autres partenaires, nous sommes en train de mener ce débat fondamental et de valeur, eh bien, je crois qu'il faut discuter de toutes les composantes. Et notre monde et la Suisse est aussi un tout petit peu régulé, et les bonnes régulations, il conviendrait de les détecter, de les mettre en exergue. Peut-être faudrait-il réfléchir quant à une telle stratégie superposée, mais sans idée préconçue et sans valorisation. Aujourd'hui, de mon côté, pas d'opinion. Eh bien, mon corps libéral dit réguler uniquement le strict nécessaire. Donc, il faut faire la pondération des choses. Quels sont les avantages? Vous vous souvenez de la situation qu'on avait avec les nouveaux moyens de transport, les scooters électriques. On disait super, une nouvelle technologie, c'est chouette. Davantage de personnes vont donc changer des 4 roues aux 2 roues. Et il y en a trop, c'est pas coordonné, ça traîne partout. Et il fallait qu'on s'ingérât. Donc, il faudrait pas anticiper les choses, mais il faut l'accompagner. Il est très important, en règle générale, l'économie résout tous les problèmes. Et partout où il y a de la compétition, j'ai l'impression qu'on a aussi des chiffres avantageux. Et dans le modal split, où nous avons donc une grande pluralité de plusieurs réseaux ferroviaires, on a davantage de marchandises qui circulent sur le rail. Et tant et si longtemps que la politique essaye de tout réglementer, eh bien, c'est toujours une entrave. Plutôt rédhibitoire. Apprenons de tirer les leçons du passé. Et les CFF n'ont jamais reçu à gagner de l'argent durable avec le transfert des marchandises. Et il faut avoir comme objectif que ce système très progressiste soit donc couronné de succès, un des systèmes qui est très futuriste, le modal split, qu'on puisse planifier demain et après-demain, et pas seulement d'ici 50 ou 60 ans. Que cela soit donc autoporteur plutôt et ne soit pas jugulé par la camisole de force ou le carcan de servitude que sont certaines réglementations. Question à vous, Monsieur Planzer, dans quelle mesure une interdiction de circuler de nuit pourrait-il contribuer à une grande décarbonisation par un transfert de la route vers le rail? Par le modal split, madame, par le modal split. On a dit dans la communication d'entrée de madame la conseillère fédérale
Nous avons le meilleur modal split en Europe et même dans le monde, disait la conseillère fédérale dans sa modestie. Eh bien, si avec l'infrastructure de rail qui n'existe que conditionnement en Europe et le sillon en Europe, eh bien, c'est vraiment incroyable que sur une seule ligne, on transfère toutes les marchandises d'Hambourg vers la frontière méridionale de la Suisse, vers Bâle et vers la Suisse. Donc, ces infrastructures, il faut redorer leur bason pendant des décennies, prendre pour la plus longue distance le bateau, ensuite le rail, et pour le dernier mille, le camion. Il faudrait encore aussi peut-être déterminer l'hydrogène et par la suite, on sera clean, plus propre, on ne pourra plus l'être. Donc, nous aimerions utiliser le rail pour les longues distances. Rolf Huber, une question pour vous. En matière de subventions pour l'hydrogène, est-ce que comme carburant pour poids lourd serait-il économiquement viable si ces camions n'étaient pas exemptés? Also, falls Wasserstoff-Lastwagen nicht LSVA befreit würden, et il faut aussi manifestement les libérer de la redevance sur les poids lourds, cela serait-il économique? Ou faudrait-il que l'hydrogène devrait être soutenu de façon plus longue, comme c'est le cas le rail? Si vous faites appel à des camions hydrogène, ils sont mesurés contre les camions diesel. Et Arrêt, depuis longtemps, comme Commission fédérale, a fait un excellent travail dans la mesure où les frais externes ont été détectés et déterminés avec une grande précision. Et si on parle des frais des débours, il faut parler des frais intégraux. Il faut parler aussi des frais exogènes. Et en principe, la diesel est beaucoup trop chère. Donc, si nous parlons de frais, c'est une autre discussion, de frais sous forme de coûts et de débours, bien sûr. Dans l'actuelle structure et constellation, avec les actuelles structures de débours que nous avons dans ces petites installations, aussi en matière des prix énergétiques tels que nous les connaissons, nous serions encore plus loin, nous serions plus dispendieux pour ce qui serait donc des frais payables que nous le sommes à l'heure actuelle en matière de diesel. Et nous ne pourrions pas le faire, mais d'actualité, au Danemark, nous faisons une installation gigawatt au Royaume du Danemark et on n'a pas assez discuté ni pensé en la matière, mais nous pensons, quant à nous, que ce qui est l'essentiel, c'est que l'énergie qui est utilisée dans la mobilité soit libérée de CO2 ou soit une énergie verte. Si l'énergie n'est point verte, peu importe ce que vous prenez, eh bien, c'est toujours donc tributaire de CO2. Avec ces installations gigawatts, il y a de nouveaux parcs éoliens qui voient le jour et on peut aussi en quelque sorte utiliser d'anciens pipelines pour le géogaz, le gaz thermique, voulais-je dire. Ils en parlent, les Néerlandais, ils parlent beaucoup et ne font pas grand-chose. Mais l'intention existe parce que les Pays-Bas ont donc un système de gaz thermique qui est redondant. Il faut qu'ils inactivent une ligne et l'autre ligne devra être affectée à une nouvelle allocation. Et je ne puis que dire, les chiffres du service Arrêt qui démontrent ces débours sont extrêmement valeureux, extrêmement précis. J'aimerais vous prier eh bien, de professer donc ce bon message et de le ratisser au large, parce qu'il est tout à fait clair et net en la matière qu'en principe, avec la redevance des poids lourds, nous internalisons des frais et si nous ne pouvons pas prendre en charge ces frais parce que nous n'avons pas causé une partie de ces débours, ce n'est pas un subventionnement, mais ce sera un mécanisme commercial de marché. Une ultime question, et avec une réponse tout à fait succincte, le temps nous est compté, mais on n'a pas pu discuter ce grand-chose. 30 km à l'heure était la question. Quelle est l'attitude de la branche cargo par rapport aux 30 km/h dans les villes, Madame Baer? Cela ne me regarde un peu moins, à vrai dire. Vous pouvez dire que vous ne voulez rien dire. Non, je pense qu'il faudrait davantage se faire positionner les routiers et les routards. Eh bien, je peux aborder à 30 km à l'heure subit une recrudescence dans les villes, dans la plupart des villes, dans la plupart des quartiers. On ne peut pas conduire plus que 30 km à l'heure qu'on veuille pas, parce que c'est beaucoup trop congestionné et pas du tout synoptique. Mais le sujet regagne en actualité, mais c'est une difficulté avec les TP, le ralentissement des TP en la matière, mais cette discussion prendra donc de l'ampleur. Monsieur Hubert? S'il ne pilote qu'à 30 km à l'heure, eh bien, je serai donc entravé par mon cycle, donc je suis plutôt contre. Réponse humoristique, M. Pflanzer. Je pense que c'est une erreur totale. La ville de Zurich a décidé cela le dernier week-end. Le souverain populaire aimerait dans les villes les 30 km à l'heure.
n'a pas d'accointance ni avec la sécurité ni avec la défense de l'environnement. Si on généralise les 30 km/h, à pas mal d'endroits cela est censé, dans les hôpitaux, dans les EMS, auprès des écoles, pas de problème. Mais si on généralise tout le trafic en la matière pour le ralentir de façon artificielle et nous pensons qu'on se bat pour l'environnement, eh bien je pense qu'on fait erreur, une hérésie, mais qui est très populaire. Monsieur Deutschmann, nous n'avons pas discuté de cette question, mais je peux vous dire que Carbo souterrain est donc tout à fait compatible avec cette site logistique. Vous avez déposé votre message et vous n'avez pas tort du tout. Merci à nos co-disputants, Mme Berg, Mme Keller-Huber, M. Pflanzer, M. Deutschmann. Qui nous joignent depuis l'Hollande, Olivier Corvet. Vielen herzlichen Dank. Merci bien. Merci. Ja, wir haben auch hier wieder einiges gehört. Nous avons entendu pas mal de choses et là, l'opinion des experts des offices m'intéresse et je prie Peter Flugistaller de l'OFT et M. Reva de l'OFEN de monter sur scène. Applaudissements pour ces messieurs. Ich komme hier in die Mitte. Peter Füglistaller, Peter Füglistaller, votre office fédéral est quasi au centre de toute cette discussion. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou où c'est que vous auriez eu envie de contredire? Je pense que la situation aurait montré qu'on aime bien discuter de ce qui est bien éloigné, on l'a vu, cargo sous terre, mais on n'aime pas discuter de ce qui se passe dans l'immédiat. Donc ça me pose pas mal de questions, c'est-à-dire le fret sur le rail. On a un petit peu évoqué cette question. Nous avons une excellente situation initiale avec une partie élevée sur le marché, mais disons que ce système de transport n'est pas dans la situation que l'on souhaiterait. On n'a pas investi depuis trop longtemps, donc on doit d'abord préparer les infrastructures et la préparation ne doit surtout pas amener à perdre cette bonne situation initiale. On doit s'occuper de ce qui est immédiat. On doit s'occuper de ce qu'on a déjà. Deuxièmement, le fret sur les routes doit être décarbonisé. Ça, c'est une énorme mission. On a parlé d'une technologie. Et je pense qu'il appartient à l'industrie de choisir la bonne forme. Pour moi, il s'agit vraiment d'un défi important au niveau technologique et logistique. Benoît Reva, directeur de l'OFEN, est d'avoir de l'énergie pour ces nouvelles technologies qui est donc efficace, mais quand même verte. Wo sind Sie hier, wo sind die Hausaufgaben? C'est que vous voyez qu'on doit encore faire des leçons au milieu de toutes ces discussions, notamment du côté de votre office, ou quelle serait votre réponse? Oui, c'est vrai, non, oui, mais partiellement. C'est évident que décarbonation va signifier électrification dans les transports et qu'il y aura besoin de nouvelles sources d'énergie renouvelables. Cela a été mentionné également. Si cette énergie n'est pas renouvelable, cette transformation n'apporte qu'une partie de la réponse, celle de l'augmentation de l'efficacité. Il s'agit de regarder toute la chaîne. Nous savons produire de l'électricité, nous le savons depuis longtemps. Il y a de nouvelles sources qui arrivent. Il s'agit ici aussi, et comme ça a été mentionné ce matin, d'aller de l'avant, de renforcer nos capacités de production dans notre pays avec les différentes technologies à disposition. Donc il y a toujours des voix qui disent oui, alors voilà, il faudra beaucoup plus d'énergie, on ne sera pas capable d'avoir toute cette énergie qu'il faut pour ces nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous dites? Alors il faut voir l'impact et l'augmentation d'efficacité que représente une électrification qui est substantielle. Il est évident que nous aurons besoin de plus d'électricité, mais le bilan énergétique de la Suisse, si nous parvenons à cet objectif de décarbonation, sera non seulement plus favorable sur le plan de ces émissions, mais aussi on réduira substantiellement la dépendance que nous avons à l'importation aujourd'hui en raison des produits pétroliers.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé dans la discussion qu'on vient d'écouter? Je trouve ce qui est intéressant, et on le voit avec les experts qui sont là, la première barrière qu'on semble avoir, c'est la question des différentes technologies. Les technologies sont disponibles ou en cours de développement, il s'agit maintenant de les implémenter. La deuxième barrière, c'est celle des coûts. Les coûts de fonctionnement sont une chose, mais il y a une nécessité de prendre l'investissement maintenant pour lancer cette transformation et cette décarbonation de nos transports. Herr Füglisthaler, etwas wurde ja auch noch gesagt beim Podium, nämlich Monsieur dass die Politik Füglisthaler, une chose a été dite dans le cadre de ces discussions, le fait que le monde politique a beaucoup axé sur tout mettre sur le rail, petits terminaux partout, mais que finalement on n'est pas sûr dans quelle direction on va avec tout cela. Que pensez-vous de cette critique ou comment est-ce que vous ferez le transfert vers l'avenir? Je crois que dans le passé, on s'était focalisé sur autre chose. On parlait du transport de transit. Et là, on peut vraiment célébrer notre succès. D'ailleurs, notre conseillère fédérale, Mme Sommaruga, l'a dit ce matin. Mais c'est un fait. Le transport interne n'a pas été au centre politique. Et on n'a pas fait assez dans le passé. Ça, il faut le reconnaître, il faut le constater clairement. Mais on a une mission sur le plan politique et d'ici printemps l'année prochaine, nous allons faire des propositions. Merci beaucoup, Monsieur Füglisthaler. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, mesdames et messieurs, je crois qu'on a pris un peu de retard et je pense que vous avez faim. On va servir le repas dans le foyer et pour vous, à domicile, une pause. Nous allons reprendre à 14h15 avec les deuxièmes Open Sessions. Vous voyez le détail dans votre programme. En partie, ce seront les mêmes sujets. En partie, ce sera des nouveaux offres à votre disposition. Pour ceux qui sont connectés depuis le domicile, ce sera la séance suivante qui sera passée en streaming. Cela sera présenté par l'Académie de mobilité du TCS. Ils vont parler de la shared mobilité et de l'objectif de demain. Donc, c'est à 14h15. Je vous souhaite bon appétit et à tout à l'heure.